Alors bonjour à tous. Je me présente, Clémence Soulages. Je travaille, au sein du groupe Proxy Team, intégrateur de logiciels de gestion et prestataire informatique dans l'équipe marketing. Alors est-ce que vous m'entendez bien? Parce qu'il est 14h01, je voudrais qu'on garde, qu'on garde le temps, mais on va attendre une petite minute, pour que toutes les personnes puissent se connecter. Très bien, donc on m'entend bien et normalement vous voyez tous mon écran avec la slide principale. Super, merci. Alors alors nous allons démarrer. Donc bienvenue à ce webinaire, Axido un peu exceptionnel, puisque nous accueillons donc, Mathieu Demoulin, expert technique en matière de sécurité informatique, qui va vous détailler, la solution, en sécurité, le test d'intrusion. Donc bonjour Mathieu. Bonjour à tous. Alors, afin donc, de bien comprendre pourquoi un test d'intrusion est aujourd'hui, indispensable à votre SI, je vous propose de prendre un peu de recul, et de vous poser donc, la question suivante: connaissez-vous bien votre SI? Donc quand la question en effet, bien se connaître, c'est tout d'abord comprendre donc, ses faiblesses. On ne peut pas, correctement se protéger, si on ne connaît pas ses forces et ses faiblesses. Mais cela n'est pas suffisant. Donc pour vous aider, un petit peu, on peut se poser voilà les questions suivantes. Combien de ports réseau, sont ouverts, dans votre SI? Quelles sont les nouvelles méthodes de hacking en 2020? Le code source de mes applications métiers, est-il sécurisé? Et de quel dispositif de sécurité mon réseau dispose-t-il? Alors donc je suis curieuse, est-ce que vous pouvez me répondre via le chat si selon vous en fait, vous pensez bien connaître, votre, système d'information? Voilà. Vous allez comprendre par la suite pourquoi je vous pose cette petite question. Alors n'hésitez pas à me répondre, voilà. Est-ce que, est-ce que vous savez répondre aux questions qui s'affichent, un petit peu? OK, d'accord. Non, c'est pourquoi je passe par Axido. Très bien, puisque le sujet principal aujourd'hui, de ce webinaire, donc c'est le test d'intrusion. Non. Bon, très bien. Alors, je continue. Hem, donc en effet, hop, est-ce que voilà. Donc en effet, aujourd'hui, on réalise, une méconnaissance des sujets quand même de cybersécurité et en ce moment, donc on peut voir, que nous sommes tous concernés. C'est pas cela touche pas forcément, les plus petites entreprises comme les plus grosses. Tout le monde est touché. On a pu constater donc en 2020 une multiplication, par 4 de l'augmentation, du nombre de ransomware, visant les PME et heu et malheureusement, enfin, ce chiffre ne va cesser aujourd'hui, que d'augmenter puisque comme la plupart d'entre nous, nous travaillons aujourd'hui, en télétravail, ce qui a causé, 20 des incidents liés, à la cybersécurité. En effet, on va constater aujourd'hui qu'1 milliard de budget va être débloqué, par l'État pour lutter, contre, la cybercriminalité en France et aujourd'hui, on le constate
déjà, un tiers des entreprises est victime de cybercriminalité ou de fuite de données et sans le savoir, puisque la pandémie a en effet considérablement accéléré le passage au télétravail, ce qui aujourd'hui a de conséquences importantes sur les failles de sécurité. Alors, de plus, j'aimerais rajouter aussi que, on le sait pas forcément, mais donc les salariés sont aujourd'hui mal informés, puisqu'on les salariés se connectent sans VPN à des réseaux Wi-Fi non sécurisés ou mal sécurisés et consultent notamment des données, des informations sensibles qui peuvent toucher aujourd'hui votre système. Alors, donc nous allons continuer. Heu, heu, alors donc tous concernés, tous touchés. Nous avons, nos experts nous ont proposé, voilà, quelques recommandations, de la part, heu, de l'autorité nationale, en matière de sécurité et de défense des systèmes. Donc nous allons les citer. Heu, je pense que, vous les avez déjà vus ou entendus, forcément, quelque part. Donc changer régulièrement de mot de passe, télécharger sur des sites, éditeurs. Donc ne pas télécharger ailleurs sur des sites, non sécurisés. Vérifier la méthode, d'encryption de votre Wi-Fi. Utiliser un gestionnaire de cartes de crédit et une solution de sécurisation des paiements en ligne. Ne pas cliquer sur n'importe quel mail puisqu'aujourd'hui nous avons pu nous rendre compte, que les boîtes mail sont énormément touchées, et on nous propose de cliquer sur un lien, pour nous piquer toutes nos données. Et donc évidemment protéger ces données, lors des déplacements, puisqu'aujourd'hui nous sommes dans un monde, qui est de plus en plus mobile, où on se connecte, aux données de l'entreprise via les smartphones, tablettes, ou les ordinateurs portables, qui sont évidemment aujourd'hui des portes d'entrée privilégiées, pour les cybercriminels. Alors, après avoir vu donc les recommandations, donc si vous souhaitez en savoir plus, vous pouvez vous rendre évidemment, sur, leur site internet. Et après avoir vu donc, les recommandations, nous, Axido donc propose face à ces risques, 6 dispositifs pour se protéger. Heu, donc si les solutions, antivirus, spam et pare-feu, sont des équipements aujourd'hui, essentiels, il est important aussi de mettre en place un système de gestion, et des correctifs afin de réparer, les dommages révélés par la supervision. Donc nos experts sont là pour vous conseiller et aussi mettre en place, une sauvegarde externalisée et de sensibiliser vos collaborateurs, sur aujourd'hui les attaques potentielles, qui peuvent, avoir lieu, enfin qui peuvent se dérouler, dans votre système. Mais, aujourd'hui plus particulièrement, donc nous allons vous présenter le test d'intrusion ou, en d'autres termes le pen test. Hem, le pen test pour vous la faire rapidement, donc c'est le meilleur moyen, pour, connaître, vous-même, en fait, votre système tout en utilisant les armes qu'utilisent, aujourd'hui, vos ennemis. Donc, voilà, quoi de mieux, pour protéger votre, système d'information, et vous rendre plus sûr et connaître, votre système. Alors, après avoir vu, et avoir fait cette petite intro, je vais laisser désormais la parole, à notre expert Mathieu Demoulin. Alors nous allons avoir une petite pause entre cette web conférence. N'hésitez pas à poser vos questions, via le chat. Alors j'ai pu voir, heu, que vous l'utilisiez, donc super. Je Ça tourne, excusez-moi. Alors, je vais laisser la main à Mathieu. Alors, je vais
Merci Mathieu. Alors je vous laisse avec Mathieu. N'hésitez pas à poser vos questions. On aura à la fin de cette conférence un moment de questions-réponses, mais aussi lors de la présentation, on fera une petite pause si vous avez des questions. Donc n'hésitez pas, c'est le moment. Voilà. À toi Mathieu. Merci Clémence. Donc bonjour à tous. Donc, premièrement, juste une petite présentation de la personne pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc je suis Mathieu Demoulin, donc ingénieur système et réseau et expert sécurité pour Axido Services, donc avec une vingtaine d'années d'expérience avec Axido dans le domaine de l'informatique. Donc cette activité sécurité une activité donc en plein essor en ce moment, hein, étant donné l'environnement actuel en termes de sécurité. Donc voilà, dans notre offre commerciale, aujourd'hui, ce que nous vous présentons, c'est plus particulièrement l'aspect pen test, donc test de pénétration. Et donc, je vais vous expliquer en fait le principe du pen test, hein, les différentes étapes mises en œuvre par un pirate et donc par un auditeur dans le cadre de test. Quels sont les types d'informations qu'on va collecter et qu'on va essayer de mettre en exergue, et donc qu'est-ce qui est produit à la suite de cet audit, hein, c'est-à-dire le document d'audit, et quels sont les éléments clés qui vont permettre ensuite de faire évoluer la sécurité de votre système d'information. Est-ce que tout le monde a la visualisation des slides sur mon écran? Je te confirme Mathieu, nous voyons bien tes slides. Parfait. Donc, l'audit de sécurité informatique dit pentest, donc test de pénétration. Donc, c'est un outil qui va vous permettre d'acquérir une vision réelle, hein, de la sécurité, de l'état de sécurité de votre système d'information. Donc, pourquoi une vision réelle? Ce qui se passe dans la plupart des cas, c'est que dans votre système d'information, votre prestataire va mettre en place un antivirus, un pare-feu, un anti-spam, toute une collection d'outils de sécurité. Et on va se dire, OK, donc le système est protégé, on a tous les outils qu'il faut pour le protéger. Le problème, généralement, c'est que derrière la mise en place de ces outils, il manque soit un suivi, hein, c'est-à-dire étudier à intervalles réguliers les journaux de ces outils et voir les alertes qui sont remontées. Et il manque également donc une vision côté pirate de cette sécurité, c'est-à-dire j'ai mis en place mes outils, mais est-ce qu'ils sont réellement efficaces? Donc l'outil Pentest va vous permettre, hein, réellement de tester ces défenses. Donc cet outil Pentest, hein, fait partie d'une stratégie de sécurisation globale, hein, comme Clémence l'a évoqué en introduction. Il y a plusieurs briques, hein, dans cette notion de sécurité du système d'information. Donc le Pentest en fait partie, mais ce n'est pas le seul outil à votre disposition. Cet outil, pour qu'il soit efficace, on le réalise avec plusieurs niveaux d'analyse, qu'on va détailler, hein, par la suite, ce qu'on appelle communément le mode black, gray et white, ou blanc, gris et noir. Ces différents niveaux d'analyse vont vous remonter différents niveaux d'information et donc constituer un dossier plus ou moins détaillé sur l'état de votre système. Donc, pour que cet audit soit efficace, il faut qu'il soit accompagné, bien sûr, d'un document de rapport détaillé au maximum. C'est-à-dire que pour chaque point chaque faille détectée dans votre système, on va vous indiquer de manière détaillée en quoi cette faille consiste, quels sont les systèmes concernés et bien sûr quelles sont les solutions et bonnes pratiques à mettre en place pour corriger la faille en question. Donc cet outil Pentest est également accompagné de recommandations et de guides de bonnes pratiques. Donc sur ces guides, on reviendra en détail dessus, l'ANSSI nous publie un certain nombre de documents sur lesquels on s'appuie, nous, Axido, en tant qu'acteur de la sécurité du système d'information et que nous vous conseillons de consulter régulièrement, bien sûr.
À côté de ça, donc, il y a des outils de sensibilisation également à mettre en place, alors à différents niveaux. Hein. Ça peut concerner à la fois le service informatique, si vous en avez un en interne. Ça concerne également donc, les usagers du système d'information et éventuellement donc, tous les partenaires auxquels vous donnez un accès à votre système d'information, auxquels vous confiez le traitement d'informations. Donc, il ne suffit plus de penser que son système d'information est sécurisé, hein, c'est notre propos. Il faut pouvoir le démontrer. Et donc, pour le démontrer, un des meilleurs outils reste donc, ce pen test. Donc, ça vous permet de démontrer à la fois vos partenaires commerciaux et partenaires prestataires le niveau de sécurité de votre système. Donc, les objectifs principalement du pen test, ça va être dans un premier lieu de lister les vulnérabilités. Donc, pour ça, effectivement, on se positionne dans le rôle du pirate qui va essayer de rentrer sur le système et de détecter toutes les failles possibles et imaginables, tous les points d'entrée sur votre système d'information. Donc, cette liste de vulnérabilités, pour la traiter par la suite, hein, on la priorise par niveau de criticité et d'impact. Donc, niveau de criticité, il faut savoir que chaque faille recensée sur un système n'a pas forcément un niveau de criticité très élevé. Typiquement, le niveau le plus élevé, ça va être une faille qui permet un accès à un système d'information en tant qu'administrateur. Donc, globalement, si vous avez une faille de ce type-là, le pirate peut rentrer sur le système et faire ce qu'il veut avec. C'est vraiment le niveau le plus élevé. Le niveau le plus bas, ça va être une faille, on va dire, à titre d'information, c'est-à-dire qu'il y a un bug ou un risque possible, mais qui est potentiellement très difficile à exploiter ou voire même carrément pas exploitable. Donc voilà, on va classer toutes ces failles détectées par un niveau de criticité qui vous permet de savoir ce qu'il faut traiter en priorité dans la liste des corrections à apporter. Alors également, on parle d'impact. Hein, une faille de sécurité sur un serveur de fichiers, ça va pas être la même conséquence qu'une faille de sécurité sur une imprimante, par exemple. Donc une fois qu'on a listé ces vulnérabilités, on va donc définir les actions correctives et améliorations possibles. Hein. Il est possible que le système soit bien protégé, mais qu'on puisse améliorer encore un peu le niveau de protection. Et on va également vous indiquer dans le rapport les éléments fonctionnels et efficaces. Hein. Le but du rapport n'est pas d'être totalement à charge. Hein. Le but est aussi de lister les choses qui fonctionnent bien d'un point de vue sécurité sur votre système. Donc, le deuxième objectif du pentest, ça va être donc de démontrer la capacité d'un hacker à pirater le système. Donc, l'idée, hein, c'est qu'une fois qu'on a découvert des vulnérabilités, on va essayer de les exploiter sans réellement pirater le système. Hein, nous ne sommes que des auditeurs. Le but, c'est simplement de produire un POC, un Proof of Concept, donc simplement une preuve que votre système doté de telle faille peut éventuellement être pénétré par un pirate. Donc pour ça, hein, les outils d'audit permettent de valider qu'une faille est plus ou moins exploitable ou pas sur un système. Le dernier objectif, ça va être de tester l'efficacité des systèmes de détection et de prévention d'intrusion. Donc en tant qu'auditeur, tout comme en tant que pirate, lorsqu'on lance un audit de sécurité sur un système, il y a de fortes chances que certaines de nos tentatives soient verrouillées par les systèmes de protection. Donc, ça peut être l'antivirus, si on essaye de déposer un programme sur un système. Ça peut être l'anti-spam, si on essaye de faire du phishing. Voilà. Tous les outils de sécurité qui ont été mis en place peuvent éventuellement donc, nous mettre des bâtons dans les roues. Donc, à nous de remonter dans le rapport d'audit ce qui a fonctionné correctement à ce niveau-là et ce qui n'aurait pas fonctionné comme attendu. Donc, le déroulé du pentest. Alors, pour vous expliquer comment on réalise un pentest, j'ai repris donc la méthode qu'utilise un pirate pour essayer de pénétrer un système. Donc, grosso modo, vous avez 3 phases principales qui sont la reconnaissance passive, où l'auditeur ou le pirate en fait essaye de récupérer des informations sur votre système. Donc,
on va le voir hein, par la suite, quel type d'informations on peut récupérer. Donc l'idée ici, c'est de récupérer des informations sans être détecté. Donc dans la plupart des cas, ce seront des données exploitables publiquement, c'est-à-dire sans qu'il y ait besoin d'avoir un accès à un système. C'est pour ça qu'on parle de reconnaissance passive. Ensuite, on a la reconnaissance active, où là, donc, muni des informations qu'on aurait pu récupérer dans la phase précédente, on va essayer d'aller interroger le système pour essayer de récupérer d'autres informations. Donc, typiquement, par exemple, dans la reconnaissance passive, on va récupérer une adresse IP publique, hein, l'adresse d'entrée de votre réseau, de votre pare-feu. Et donc, dans la reconnaissance active, on va essayer d'aller interroger cette adresse pour récupérer donc, les services qui seraient ouverts sur ce boîtier pare-feu, par exemple. Donc, à partir de ce moment-là, en fait, on passe en mode actif, c'est-à-dire qu'on génère une forme d'attaque, du moins une action qui peut être détectée comme attaque par l'équipement de sécurité. Et donc, c'est un moment où on peut être détecté éventuellement par le système. Une fois qu'on a récupéré donc le maximum d'informations avec ces deux activités, on va passer à l'attaque et à l'exploitation à proprement parler. Donc, on a obtenu une liste de failles, une liste d'informations qui nous permettrait éventuellement de lancer des attaques sur le système. Et donc, on va essayer d'utiliser ces informations pour récupérer un accès. Donc, rentrer sur le réseau, rentrer sur un serveur, rentrer sur un site web, ainsi de suite. Donc, les différentes étapes du processus d'un pirate, vous l'avez à l'écran ici. Donc, c'est ce qu'on appelle, dans le jargon pirate, le kill chain. Donc, vous avez cette première étape qui est la reconnaissance passive, dont on a parlé dessus. Ensuite, la reconnaissance active. On utilise les informations récoltées précédemment pour essayer d'en récolter un petit peu plus. Et ensuite, donc, on passe à l'attaque et à l'exploitation. Donc, l'attaque, on rentre sur le système. Exploitation, on va essayer de rentrer donc, dans le système pour l'exploiter. Donc, ça peut être rentrer sur un serveur et essayer d'avoir un accès, par exemple, à votre Active Directory ou à d'autres équipements du réseau. Une fois que cet accès est établi, ce que va essayer de faire le pirate, c'est d'établir une persistance, hein, c'est-à-dire d'installer des outils qui vont lui permettre d'accéder facilement à votre système. Donc, on appelle ça généralement des chevaux de Troie ou des web shells pour des sites web. Hein. Donc, c'est une partie de code exécutable qui va permettre aux pirates de se connecter à distance ou éventuellement de revendre cet accès à distance à d'autres acteurs du black market. Et donc, pendant toutes ces phases, ce que va essayer de faire, bien sûr, le pirate, c'est de supprimer toutes les traces qui pourraient indiquer son passage, donc pour éviter que les outils de sécurité détectent l'intrusion. Donc, voilà le cheminement global d'un pirate. Donc, l'auditeur va en fait utiliser le même cheminement, pas avec les mêmes objectifs. Hein. On va s'arrêter beaucoup plus tôt dans la kill chain. On s'arrête généralement au niveau de l'attaque. Hein. Une fois qu'on a établi qu'on a réussi à pénétrer le système, on le rapporte dans le document d'audit et on s'arrête ici. Donc, pour réaliser ces trois étapes, il est très important de distinguer trois méthodes d'audit. On en a parlé en introduction. Vous avez donc les méthodes black, gray et white, donc qui correspondent à trois niveaux d'information dont va disposer le pirate ou l'auditeur pour essayer donc de pénétrer les systèmes. Donc, on va essayer de rentrer en détail rapidement sur ces trois étapes. Donc, l'audit boîte noire ou black est donc une analyse basée sur des informations générales. C'est-à-dire que donc, le pirate ou l'auditeur n'a virtuellement aucune information sur le système d'information. L'information qu'il aurait éventuellement, c'est le nom de la société qu'il souhaite, sur laquelle il souhaite pénétrer le système d'information. Donc, à partir de cette donnée très, très faible, on va essayer de récupérer le maximum d'informations. Donc, dans le cadre d'un audit, hein, typiquement, je me place en tant qu'auditeur Exido, je n'ai aucun compte utilisateur ou aucun accès réseau au système d'information que je souhaite auditer. J'ai juste le nom du client. Donc, pour passer cette première étape,
il va falloir utiliser un certain nombre d'outils qu'on va vous exposer par la suite. Donc cet audit boîte noire est principalement indiqué pour des tests, par exemple, de sites web vitrine, donc un site web sur lequel vous n'avez pas forcément de compte utilisateur, hein, c'est juste du contenu web. Il est indiqué aussi pour mettre en évidence donc, les informations qu'un pirate serait en mesure de récupérer sans avoir particulièrement de connaissances sur votre système d'information. Et vous verrez que dans le cadre d'un audit, on se rend compte qu'il y a énormément d'informations qui sont accessibles sur Internet de manière totalement libre et qui peuvent donner des clés ou des indices éventuellement des assaillants pour essayer de récupérer des accès sur votre système. Donc l'avantage de ce type d'audit, hein, c'est donc de définir, d'avoir un niveau de sécurité visible, c'est-à-dire vous testez réellement ce qui est visible de l'extérieur et ça va vous donner donc toutes les informations open source, donc libres sur Internet, permettant la construction d'une attaque. Donc les inconvénients de cette méthode, c'est que l'attaque est donc beaucoup plus difficile hein, pour le pirate ou pour l'auditeur, puisqu'on a extrêmement peu d'éléments. Et donc, il est possible que l'audit s'arrête très rapidement. Si vous avez un point d'entrée sur votre réseau qui est extrêmement sécurisé, un pare-feu qui est extrêmement bien paramétré, l'auditeur ne va pas pouvoir rentrer sur le système. C'est un petit peu dommage. Donc, ce qu'on conseille, nous, en termes d'audit, hein, c'est d'utiliser les trois méthodes. Donc, la deuxième méthode, la méthode boîte grise, ou grey. Donc là, c'est une analyse basée sur des informations plutôt basiques. Alors, ça peut être typiquement une adresse IP, si on fait un audit depuis l'extérieur. Ça va être un accès réseau, donc physique, hein, sur votre réseau qui interconnecte tous les équipements de votre système d'information. Par contre, on n'a aucun compte utilisateur, que ce soit administrateur, standard ou quoi qu'est-ce. On a juste un accès sur votre réseau. Donc ça, c'est particulièrement indiqué pour le test d'un site web marchand, donc sur lequel vous avez des comptes utilisateurs ou des bases de données. C'est particulièrement indiqué également donc, pour mettre en évidence les informations qu'un pirate pourrait obtenir en étant connecté physiquement sur votre réseau. Donc, je ne sais pas s'il a réussi à pénétrer le réseau Wi-Fi ou s'il a réussi à pénétrer un poste utilisateur, typiquement. Donc l'analyse ici va aller beaucoup plus loin que sur les failles externes. Hein. On aura beaucoup plus d'informations remontées, puisqu'on est vraiment à l'intérieur du réseau. Et on va dire que c'est le mode de test le plus réaliste, puisque dans la plupart des attaques, l'attaque à proprement parler démarre réellement au moment où le pirate a accès à un poste utilisateur. Donc, typiquement, voilà, vous avez un utilisateur qui a reçu un fichier PDF dans un spam avec un lien. Il clique sur le lien, ça lui installe un malware qui donne accès à un pirate, et à partir de là, il va pouvoir analyser l'intégralité du réseau qui est connecté, sur lequel ce poste est connecté. Donc les inconvénients, il y en a assez peu en fait. Il reste quand même un risque de failles non découvertes par les outils d'analyse, que ce soit du pirate ou de l'auditeur. Ce seraient des failles qui ne seraient pas encore recensées parce que pas encore trouvées hein, par des pirates ou par les outils, enfin des organismes de sécurité qui développent ces outils d'audit. Donc le troisième niveau d'audit, analyse blanche, boîte blanche. Donc là, en fait, vous, en tant que client, donnez l'intégralité des accès à votre système, c'est-à-dire un compte utilisateur ou un compte administrateur, à l'auditeur, bien sûr, un peu au pirate. Et donc, ça va vous permettre de détecter le maximum de vulnérabilité, puisque cette fois-ci, l'auditeur, au-delà de pouvoir scanner les failles visibles sur votre réseau, eh bien, il va pouvoir rentrer sur le système et essayer de trouver donc, les failles cachées, hein, les failles intérieures au système. Donc, si je vous prends l'exemple d'un site web, ça va être avoir accès au code source du site web ou à l'interface d'administration. Donc là, l'auditeur va pouvoir vous donner des conseils sur le paramétrage et éventuellement sur le code du site web. Pour un serveur, ça va être simplement voir la configuration des différents services, des applications, et vous remonter éventuellement s'il y a des points spécifiques de configuration qui ne seraient pas conformes à certaines règles de sécurité. Donc là, les inconvénients sont encore plus faibles. Hein, le risque de faille non détectée est beaucoup plus faible. Donc voilà pour donc la méthodologie hein, d'attaque d'un pirate, et sous-entendu la méthodologie aussi d'analyse de l'auditeur.
et donc les différentes méthodes, les différents modes, niveaux d'information dont va disposer le pirate ou l'auditeur. Donc, dans le cadre d'un pen test réalisé par Axido, donc nous, ce qu'on réalise, hein, ce sont effectivement ces 3 premières étapes, reconnaissance passive, active, et ensuite l'attaque, la tentative d'attaque des systèmes, hein, pour prouver qu'on arrive à rentrer sur les systèmes, et en utilisant à chaque fois ces 3 niveaux d'information. C'est-à-dire qu'à chaque étape, on essaye de commencer en mode black, hein, on considère qu'on n'a aucune information, on essaye de voir ce qu'on peut récupérer. Ensuite, en mode gray, donc on a un accès au réseau, on essaye de voir ce qu'on peut récupérer. Et ensuite, donc mode white, on a accès aux différents systèmes et on va les creuser un petit peu plus loin dans le paramétrage du système d'information. Donc voilà pour la méthodologie globale. Donc on a une petite pause si vous souhaitez donc poser des questions sur ce sujet. Et ensuite, on poursuivra donc sur le détail des étapes mentionnées dans cette première partie. Donc, n'hésitez pas à nous poser vos questions dans le chat. Est-ce que tout est clair? Est-ce que vous voulez revenir sur un passage peut-être? Donc, je vois une question sur la durée de la première phase. Donc, on va l'évoquer par la suite, quand on va détailler le nombre d'étapes. Donc, il faut savoir que la durée de l'audit dépend principalement de la taille de l'infrastructure, de la taille du système d'information à auditer derrière. Général, pour une PME classique, on va dire grand maximum une centaine d'utilisateurs peut-être. L'audit se déroule en 3-4 jours généralement. Enfin, ça va vraiment dépendre du niveau de complexité. Et donc, je vois une question également sur l'attestation. Donc, en fait, ce qu'on vous fournit à la sortie de l'audit, hein, on va le présenter par la suite, c'est un rapport d'audit qui détaille toutes les failles qui auraient pu être détectées et les corrections à apporter. Alors, ça peut servir d'attestation dans le cadre où en fait votre client ou votre prestataire vous demande d'avoir réalisé un pentest. Après, voilà, si le client vous demande un engagement supplémentaire qui est de s'assurer de la sécurité du système, là, effectivement, c'est une autre prestation de sécurisation, de remise à niveau du système de sécurité, dans le cadre duquel on peut vous fournir un procès verbal sur l'intervention qui a été réalisée. Je vois également donc une question. Donc, si on fait appel au service d'Axido, sommes-nous au plus haut niveau de protection? Et où devons-nous diligenter quand même un audit? Alors, tout simplement, Axido donc, met en place les derniers outils et utilise des outils de scan qui nous remontent vraiment les dernières failles recensées sur Internet. Par contre, voilà, on n'est pas devin au même titre que les pirates ou n'importe quel organisme de sécurité. Et il y a toujours un risque qui est une faille de sécurité non découverte qui soit présente dans le système et pour lequel nous ne pouvons pas remonter l'information directement. Dans le cadre d'une entreprise, il peut être toujours intéressant effectivement de faire intervenir plusieurs intervenants de sécurité pour avoir divers avis. Bon, après, voilà, ça dépend du budget que vous souhaitez mettre sur cet aspect sécurisation du système d'information. Et je vois également donc, faut-il effectuer un audit complet de l'environnement informatique pour rendre plus robuste le pentest? Alors, comme on l'a évoqué en introduction, le pentest, c'est vraiment une brique parmi l'ensemble des briques qui vont permettre de sécuriser votre système d'information. Et cet aspect sécurisation du système d'information, c'est également une brique de la gestion globale de votre système d'information. Donc, l'audit complet de l'environnement informatique, pour moi, c'est vraiment auditer tous les aspects du système d'information. Donc, ça va de la protection électrique à la protection physique. Donc, ça va au-delà, bien au-delà des aspects de sécurité, de cybersécurité en tout cas.
Mais effectivement, il peut être intéressant d'être sûr de l'état de son système d'information avant de s'intéresser aux questions de sécurité, au moins de le faire en parallèle. Et je vois donc une autre question, oui. Hein. J'évoquais 3 jours en moyenne pour une PME de centaines de personnes. On restait dans un périmètre interne. Donc effectivement, si vous hébergez des sites web supplémentaires, ce sont des journées d'audit supplémentaires à prévoir hein, selon la complexité des sites web, bien sûr. Et selon le niveau de complexité. Nous, on est plutôt donc orienté sécurité système et réseau. On a quelques compétences pardon, sur la partie web, mais on ne va pas pouvoir aller aussi loin qu'une société spécialisée dans le développement web, par exemple. Voilà, je pense qu'on a fait le tour des questions sur cette. Nous avons une autre question. Vous avez dit que selon le RGPD, nous devons pouvoir prouver notre niveau de sécurité. Alors, ça fait partie, enfin, le pentest n'est pas requis spécifiquement pour le RGPD. Hein, il faut mettre en place un certain nombre de procédés, de processus en interne pour respecter les règles RGPD. Le pentest, c'est simplement un plus. Hein. Vous assurez que votre système est fiable d'un point de vue sécurité et que donc derrière, les processus que vous avez mis en place pour la RGPD sont fiables également. Alors, typiquement, si vous mettez en place un système de protection des données, ce qu'on appelle un DLP, pour éviter la fuite de données, et si cet outil fait partie intégrante de l'audit de sécurité, ça vous permet donc de valider que cet outil est bien conforme à vos attentes et que donc les règles que vous avez définies dans votre règlement RGPD sont conformes également. Alors, nous allons terminer avec 2 dernières questions, Mathieu, je pense, de la part de Jean-Michel et de René, et nous poursuivrons la présentation. Donc, les postes en distanciel sont-ils audités par ce test? Ça va dépendre du cadre que l'on définit hein, lorsqu'on définit l'offre de ce pentest. Généralement, nous, ce qu'on va tester, c'est la configuration du pare-feu, la configuration de l'aspect VPN et au global, la configuration des postes clients. Donc, si vous voulez, on ne va pas aller auditer poste par poste. On va essayer d'auditer de manière globale ce qui a été configuré au niveau de l'antivirus, ce qui a été configuré au niveau du VPN et au niveau des règles de gestion des postes de travail. Est-ce qu'il y a un BitLocker qui est déployé automatiquement sur les postes, ce genre de choses. Et donc, la dernière question, pardon, Clémence, c'était? La dernière question. Bonjour, peut-être évoquer que le pentest est utile après des changements importants sur le SI, des mises en production, un changement d'infrastructure. Les recommandations évoquent un rythme de 1 à 2 pentests par année. Idéalement, changer d'auditeur pour avoir des visions différentes. Cette fréquence dépend des plans d'action et de leur mise en œuvre. Exactement. Donc ça, c'est une question qu'on va évoquer à la fin, donc après les méthodes. On évoque rapidement donc à quelle récurrence. Ah oui, pardon, René, oui. Donc on aura l'occasion de revenir sur ce sujet. Alors on va du continuer. Hop. Nous reprendrons les questions dans quelques minutes. Donc, comme j'ai expliqué, donc on va rentrer un petit peu plus en détail donc, dans les différentes étapes du pentest et quels sont donc précisément les outils qu'on utilise. J'ai vu la question passer. Donc le pentest, donc on a vu qu'il y avait plusieurs phases, hein, reconnaissance passive, reconnaissance active et attaque. Donc en fait, nous, l'analyse va se découper en 3 parties généralement. C'est donc première partie un pentest externe, depuis Internet, qu'est-ce qu'on peut voir du système d'information. Ensuite, on va avoir une deuxième phase qui est à l'intérieur du réseau, plutôt en mode gray, c'est-à-dire qu'on a une partie des informations, mais on n'a pas forcément de compte utilisateur. Et une troisième partie qui est vraiment l'audit en mode white, où là, on a accès au maximum de systèmes possibles hein, dans le cadre de l'audit, et dans lequel on va rentrer plus en détail. Donc, cette première phase qui est la partie externe,
Elle va s'appuyer donc principalement sur les outils OSINT, donc OSINT Open Source Intelligence, ou autrement intelligence open source. Donc en fait, tous les outils qu'on va trouver de manière donc, plus ou moins gratuite ou plus ou moins tarifée sur Internet, on va les évoquer ensuite, hein. Ces outils donc, nous permettent de collecter principalement des informations génériques, on va dire, sur le système, donc typiquement des entrées DNS externes, des adresses IP, des sites web. Donc en fait, on va essayer de trouver les portes d'entrée vers le système d'information. Donc ça peut être aussi donc, des informations de type social, donc des personnes. Donc on va essayer de récupérer la fonction des personnes, leur email, leur téléphone. Donc là, ici, l'idée, hein, c'est d'essayer de reconstituer l'organigramme plus ou moins de la société et dans le cadre d'une attaque phishing, savoir à quelle personne s'adresser en priorité. Hein. Ce que va essayer de faire le pirate, c'est de récupérer les comptes mail et les accès des personnes les plus haut placées dans la société. Vous avez tous entendu parler de l'arnaque au président. Hein. La logique, c'est d'essayer de récupérer le compte d'une personne importante et si possible dans le domaine financier pour pouvoir avoir un impact hein, derrière sur les finances de la société ou récupérer hein, des fonds par des virements, ce genre de choses. Donc les objectifs, hein, trouver les portes d'entrée exploitables, que ce soit donc système ou utilisateur. Et donc on se situe vraiment dans les deux premières briques hein, de la kill chain, c'est la reconnaissance passive et une partie de reconnaissance active, puisqu'on va essayer d'interroger depuis l'extérieur les systèmes, hein, les pare-feux, les portails VPN, ainsi de suite. Donc les outils qui sont utilisés dans cette phase, donc il en existe hein, toute une ribambelle. Vous avez également donc, des outils qui permettent d'agréger l'information qui provient de plusieurs sources. Donc ici, j'ai essayé de vous indiquer, plus que les outils, les sources d'information. Donc la source la plus connue, hein, c'est Google, ou les moteurs de recherche de manière générale. Donc en tapant quelques mots-clés, vous allez très vite obtenir par rapport à une société, donc, quelle est son activité, quels sont les contacts pour cette société, éventuellement récupérer des mots-clés typiquement basés sur l'activité de l'entreprise qui vont permettre derrière de construire des listes de mots de passe, par exemple. Vous avez une société qui travaille dans les arômes, vous allez constituer tout un tas de mots-clés autour de arômes, parfums, ainsi de suite, voilà, qui permettent d'essayer de trouver des mots de passe génériques qui pourraient être utilisés dans la société. Vous avez donc les enregistrements DNS. Donc là, c'est ce qui permet de retrouver le site web d'une société et éventuellement, en interrogeant les serveurs, de récupérer des points d'accès. Alors typiquement, je ne sais pas, vous avez votre site masociété.com. Et dans le DNS, vous avez inclus une entrée qui s'appelle vpn.masociété.com, permettre à vos usagers hein, de pouvoir taper plus facilement le nom du VPN dans l'outil VPN. Et bien, typiquement, ici, vous avez fourni aux pirates une information qui est sur quelle adresse IP se situe la porte d'entrée du VPN. Voilà donc le type d'information qu'on va trouver à ce niveau-là. Vous avez les enregistrements WIS, donc masociété.com, à qui appartient ce domaine, par qui il est hébergé, par exemple par OVH. Donc ça vous permet de savoir quel type de serveur éventuellement est utilisé pour héberger le site web et quel contact qui gère ces sites web, donc typiquement un contact informatique. Vous avez Wayback Machine, par exemple. Donc là, c'est un site qui vous permet de voir les versions précédentes d'un site web. Donc vous avez un site web, vous avez une faille de sécurité à l'intérieur, vous appelez votre prestataire pour qu'il mette à jour et corrige la faille. Le problème, c'est que la version qui est stockée dans Wayback Machine va toujours avoir cette faille de sécurité et éventuellement va être exploitable par un pirate pour récupérer des informations qui seraient stockées sur ce site web. Donc ça peut être une source de données assez riche pour un pirate qui essaye de hacker un site web. Vous avez ensuite donc la base de données I Have Been Pwned, donc ça vous connaissez certainement. C'est un site qui référence toutes les bases de données dans lesquelles une adresse email ou un numéro de téléphone pourrait apparaître. Donc ça va permettre typiquement à un pirate qui aurait récupéré une adresse mail d'un dirigeant d'une société de voir si son mot de passe a été hacké au moins une fois dans une des bases de données, d'essayer de récupérer cette base de données et donc de récupérer ce mot de passe. Donc, même s'il a été modifié entre-temps, si l'utilisateur a mis un mot de passe qui s'en rapproche,
le pirate va pouvoir essayer de retrouver ce mot de passe. Vous avez mon mot de passe 1 et l'utilisateur va vous mettre mon mot de passe 2. Typiquement, voilà, c'est une information que le pirate va pouvoir retrouver facilement via ce type d'outil. Vous avez donc le site Hunter, c'est un exemple parmi tant d'autres qui va vous permettre de retrouver des adresses email pour une société. Vous avez le site société.com qui référence tous les dirigeants, les comptables, ainsi de suite des sociétés, donc une source d'information pour le social engineering. GitHub, si votre société produit du code source ou utilise des outils dans son site web qui sont hébergés sur des plateformes open source, le pirate peut essayer d'aller voir ce code source pour voir s'il y a des failles existantes. Et donc d'ailleurs, vous avez également tous les réseaux sociaux. Donc l'intégralité de ces sources d'informations vous permettent de trouver principalement des accès à des sites web, des identités, des personnes à qui vous pouvez essayer d'envoyer un phishing, et un certain nombre de portails de connexion, donc des portails d'entrée VPN, des portails d'accès RDS, un bureau à distance, ainsi de suite. Donc ça va vraiment permettre de mettre en avant les portes d'entrée vers votre système d'information. Donc une fois qu'on a mené cette première partie, on va se placer donc côté interne. Donc, dans la plupart des cas, pour vous rassurer, quand vous êtes en phase 1, il y a très peu de chances que vous réussissiez à rentrer sur le système, ou alors il faut vraiment y mettre beaucoup de persévérance. Dans le cadre d'un audit, généralement, la tentative s'arrête au niveau du pare-feu. Pour un pirate, cette phase d'attaque peut prendre plusieurs mois, donc c'est quelque chose qui peut finir par aboutir sur un accès, surtout dans le cadre des attaques de type phishing. Donc la phase 2, on est situé à l'intérieur du réseau et donc on va essayer d'analyser tout ce qui circule sur le réseau. Donc on va commencer par écouter ce qui se passe, sans forcément essayer d'attaquer les systèmes, on va écouter ce qui se passe. Par défaut, la plupart des systèmes Windows, je vous donne un exemple, communiquent à intervalles réguliers sur le réseau. On voit ce qu'on appelle des broadcasts, des paquets réseau pour dire bonjour, je m'appelle tel poste de travail, je suis sur tel domaine, tel groupe de travail Windows. Donc un pirate qui est connecté au réseau va lancer sa machine, va écouter le réseau et au bout d'un certain temps va récupérer des informations clés, le nom des systèmes, sur quel domaine Active Directory ils sont renseignés. Si éventuellement vous avez des protocoles non sécurisés, c'est-à-dire non chiffrés, qui circulent sur le réseau, le pirate peut même éventuellement récupérer un compte utilisateur et un mot de passe en clair. Si vous avez du FTP ou du Telnet, ce genre de protocole. C'est valable aussi quand un utilisateur est connecté sur un Wi-Fi public, par exemple, et que des connexions ne sont pas chiffrées. N'importe quelle personne mal intentionnée connectée sur le même réseau pourrait récupérer ce type d'informations. Donc à ce niveau-là, on va essayer de collecter le plan d'adressage réseau, le nom des équipements, et ensuite, on va mettre en place un deuxième outil qui va nous permettre d'aller interroger chaque adresse, chaque équipement, pour voir donc quels sont les services configurés sur ces machines, quels sont les services qui sont ouverts. Donc on parle ici de port TCP/UDP, si on rentre un peu plus dans le technique, ce sont à proprement parler les portes d'entrée à vos systèmes. Chaque application que vous faites tourner a un ou plusieurs ports réseau. Donc ici, l'objectif, c'est donc de trouver des failles qui seraient exploitables et qui permettraient éventuellement d'accéder à un système. Donc, les outils utilisés, j'en ai mentionné quelques-uns. Bon, c'est pareil, il en existe toute une série. Les plus connus sont NBT Stat. C'est un outil qui va écouter ce que racontent les postes Windows sur le réseau. Vous avez l'outil Wireshark qui, lui, écoute de manière plus globale l'intégralité du trafic qui passe sur le réseau, donc permettre, par exemple, de récupérer des identifiants qui circuleraient non chiffrés. Donc, toutes les informations qu'on va récupérer ici vont nous permettre de construire une cartographie des systèmes. Et cette cartographie, on va l'utiliser dans un outil d'analyse de failles. Donc, nous, Axido, dans le cadre de nos audits, on utilise l'outil OpenVAS, qui est un outil open source, un outil libre, qui s'appuie donc sur des bases de données de failles disponibles sur Internet, qui sont donc
incrémentée de manière régulière par les différents éditeurs et les différents acteurs de sécurité sur Internet. Donc, tous les outils existants et commerciaux, type Nessus ou Metasploit, pour en citer quelques-uns, utilisent eux-mêmes ces bases de données. Généralement, ils rajoutent quelques fonctionnalités supplémentaires, mais vraiment le cœur de l'outil, la base de données de failles, est disponible publiquement. C'est pourquoi nous, on utilise un outil open source. On n'a pas l'utilité d'aller chercher un outil commercial. Si dans le cadre de votre activité, vous souhaitez réaliser vous-même des audits en interne à intervalles réguliers, il est conseillé, c'est possible, plutôt d'utiliser un produit commercial avec un support technique et éventuellement un accompagnement de l'éditeur pour configurer l'outil. Donc cet outil va nous fournir une liste de vulnérabilités. Donc on vous donne ici un exemple. Voilà, sur un scan d'un réseau, on a découvert ici 1622 failles. On les a filtrées pour ne garder que les failles qui représentent un risque potentiel. Donc là, on tombe à 591. Donc, vous voyez, c'est un réseau sur lequel il y a quand même pas mal de choses à corriger. Et donc, pour chaque faille, donc on vous indique donc le nom de la faille. Ici, PHP Multiple Vulnerabilities. Donc, c'est-à-dire que vous avez plusieurs failles sur un module PHP en date du 3 juin 2015, en l'occurrence. Donc, ça voudrait dire que le système qui a été détecté n'a pas été mis à jour depuis au moins juin 2015. En tout cas, la brique PHP de ce système n'a pas été mis à jour depuis 2015. Donc là, le niveau de risque est à 10, donc ça veut dire que c'est une faille qui peut éventuellement permettre d'accéder au système. Voilà pour ces failles. Donc, une fois qu'on a récupéré toutes ces failles, ce qu'on va essayer de faire, c'est de pénétrer sur le système. Donc, soit par la détection d'une faille, soit parce qu'on est en mode white et qu'on nous a donné, nous, en tant qu'auditeur, l'accès au système. Donc, à cette étape, il y a deux sous-étapes. La première, c'est essayer d'accéder avec un compte utilisateur classique, utilisateur standard. Et la deuxième étape, ça va être d'utiliser un compte privilégié, donc un compte administrateur. Donc ici, l'objectif, c'est de démontrer la vulnérabilité du système. Donc pour vous présenter ça de manière un petit peu plus graphique, donc on a réussi à accéder à un poste, ou un système, avec un compte d'accès utilisateur standard, typiquement le compte stagiaire par exemple. Ce que va voir ce compte, généralement, c'est un certain nombre de données partagées ou d'accès à des applications, mais un accès qui sera quand même relativement limité. Donc ce que va essayer de faire le pirate et l'auditeur, c'est d'escalader les privilèges de cet utilisateur, c'est-à-dire d'essayer d'utiliser un programme qui va nous permettre de récupérer un accès administrateur. Donc en utilisant soit des failles de sécurité au sein du système, un système qui n'aurait pas été patché, soit en utilisant une faille dans le paramétrage du système en tant que tel. C'est-à-dire qu'au niveau de Windows, vous avez un certain nombre de paramétrages de sécurité. Il suffit qu'il y en ait un qui soit mal paramétré pour qu'on puisse récupérer un accès administrateur. Et donc, à partir du moment où on a cet accès administrateur, on a accès normalement, enfin, dans la plupart des cas, à toutes les données. On a un accès distant à tous les autres systèmes du réseau. On a un accès à l'annuaire centralisé, donc à tous les comptes utilisateurs, à tous les paramétrages de sécurité, GPO, et on a accès généralement aussi aux outils de sécurité, donc tout ce qui est antivirus, pare-feu. Et donc éventuellement, on peut déverrouiller certaines protections ou rajouter des exclusions qui vont permettre, qui va permettre dans le cadre d'un piratage, pas dans le cadre de l'audit, à installer des outils qui seraient normalement bloqués par les outils de sécurité. Donc voilà pour ces trois phases. Donc peut-être rapidement quelques questions si vous avez sur les différents outils et les différentes étapes utilisées. Pas de questions particulières, a priori? Non, je ne Alors, vois pas de questions. Ah. J'ai une question. J'utilise SharePoint. Est-ce une faille? Tout dépend si c'est un SharePoint en interne ou en externe. S'il a été patché, s'il est ouvert à l'extérieur,
et principalement, en tout cas s'il est externe, SharePoint Online, si vous avez activé l'authentification multifacteur. Donc, typiquement, là, si vous l'ouvrez avec des personnes externes, alors si c'est un SharePoint interne, il faut savoir qu'il existe des outils qui vous permettent de faire une analyse de sécurité en amont de la connexion au serveur. Donc, on appelle ça des reverse proxy. Donc, c'est une solution qui va se mettre entre votre pare-feu et votre serveur SharePoint et qui va analyser le trafic et qui va éventuellement restreindre l'accès par rapport aux comptes utilisateurs, aux adresses des personnes qui essayent de se connecter sur ce SharePoint interne. Donc, c'est cette partie-là principalement qu'il faut surveiller. Et donc, effectivement, aussi au niveau du SharePoint, il faut s'assurer que vous ayez bien la dernière version et les patchs passés pour éviter d'avoir des failles intrinsèques à l'outil, à la version que vous utilisez. Donc, si vous avez utilisé par contre un SharePoint Online chez Office 365, donc là, dans le portail Office, vous avez déjà un certain nombre d'outils de protection qui sont intégrés. Et le principal outil à activer, c'est l'authentification multifacteur, qui vous permet de vous assurer que la personne qui se connecte est bien une personne fiable et non pas un pirate qui aurait subtilisé un mot de passe, un utilisateur via un phishing. Donc voilà pour cette question SharePoint. Donc, si vous n'avez pas d'autres questions, on peut peut-être passer à la suite. Donc, je passe à la suite. Donc, suite à cet audit de sécurité, on va donc vous fournir un rapport, un compte-rendu d'audit détaillé qui va donc s'articuler selon les différentes étapes qu'on a mises en place lors de l'audit. Donc, pour entrer un peu plus en détail à l'intérieur, vous allez avoir la phase analyse externe, dans laquelle on va vous remonter donc la liste de toutes les informations qui ont été détectées dans la partie reconnaissance passive, et également donc ce qui a été trouvé dans la partie reconnaissance active. Donc, par exemple, reconnaissance passive, on a trouvé une adresse IP. Reconnaissance active, on a été scanner cette adresse IP pour voir si on arrive à rentrer sur le système. Ensuite, vous avez donc la partie analyse interne. Vous avez ici, dans la capture d'écran, le début de la section, où on va donc vous indiquer la liste de toutes les vulnérabilités qui ont été trouvées, avec bien sûr un petit résumé réparti par criticité, par type de faille. Et à la suite de ça, l'analyse détaillée de tout ce qui aurait été relevé dans la partie audit white, tout ce qui a été paramétré dans la part, enfin, tout ce qui a été relevé sur les systèmes plus précisément, et avec un compte administrateur. Et donc, à la suite de ces deux sections, on vous donne bien sûr une partie préconisation dans laquelle on vous donne quelques guidelines sur comment sécuriser votre système. Donc, juste pour voilà, vous donner quelques exemples du contenu de ce rapport. Donc, dans la partie analyse de faille, typiquement, vous allez avoir ce type de tableau. On vous indique donc le nom de la faille avec son niveau de criticité, une petite description, donc en quoi consiste cette faille. Donc ici, voilà, on vous dit qu'une application web est vulnérable à une tentative d'attaque par brute force, c'est-à-dire qu'on peut essayer de rentrer à l'intérieur en envoyant des couples identifiants mot de passe en boucle, et en plus donc sur un protocole non protégé HTTP. Et donc derrière, on vous indique donc les actions correctives pour corriger cette faille, c'est-à-dire mettre en place des identifiants pour sécuriser cette interface, et si possible, donc utiliser un protocole web sécurisé, du HTTPS, pour éviter que les identifiants circulent en clair. Donc voilà, donc là ce sont des exemples assez restreints, vous avez certaines failles où la description est beaucoup plus longue et la solution beaucoup plus longue également. Donc à la suite de ces failles, on a vu qu'il y avait la troisième phase qui est la partie attaque. Donc ici on vous donne un exemple de rapport de test d'intrusion sur un équipement. Donc, on a repéré un poste 7, vulnérable à l'attaque MS17010, une faille classique des postes Windows XP. Et donc ici, l'outil d'analyse, qui est Metasploit, va nous permettre donc de tester l'accès au système via cette faille.
Donc, on lance un petit programme qui va nous dire, voilà, les différentes étapes qu'il réalise. Et on voit qu'ici, à un moment donné, il a réussi donc à se connecter au système. Et donc, il a réussi à déployer un fichier exécutable pour accéder à ce système. Mais derrière, il y a une erreur. Donc, ça veut dire que le système a été protégé derrière par l'antivirus. Une faille est présente, on peut l'utiliser, mais derrière, on a bien été verrouillé par l'antivirus. Comme on le disait en introduction, l'objectif, c'est aussi de pointer ce qui fonctionne dans votre système d'information. Donc ici, mettre en exergue que l'antivirus a bien protégé votre système. Voilà donc pour le compte-rendu d'audit. Donc on l'a évoqué tout à l'heure rapidement dans la première phase de questions-réponses, la récurrence de l'audit. Donc la sécurité du système d'information, normalement, ça va être une préoccupation quasi quotidienne. Bon, après, il faut avoir les moyens techniques et humains pour pouvoir gérer ça de manière quotidienne. J'estime qu'une analyse au moins hebdomadaire de l'antivirus, typiquement, est déjà une bonne première étape. Donc, pour que cet audit de sécurité soit efficace, effectivement, il faut qu'il y ait une certaine récurrence. Et donc, il va également constituer donc un point de départ dans le cas où la sécurité ne serait pas gérée dans votre système. Vous récupérez un système d'information où vous partez de zéro. Ça vous permet d'évaluer voilà, votre point de départ, tout ce qu'il va falloir construire pour protéger votre système. Ça peut être également donc un point de passage, un checkpoint, dans lequel vous allez vérifier donc, si votre système est bien protégé. Donc ça peut être une analyse qu'on fait annuellement ou semi-annuellement. Vérifier que les procédures de sécurité sont respectées, que les mots de passe sont bien changés, que les outils sont à jour, que les utilisateurs sont bien sensibilisés et que les outils qui sont mis en place sont bien en adéquation avec votre système. Donc un audit peut être déclenché bien sûr à la demande. En cas de recrudescence d'attaque, vous avez une suspicion de faille de sécurité sur votre système. Ça peut être l'occasion de réaliser un pentest. Ou donc selon un calendrier pour s'assurer régulièrement de l'état de sécurité de votre système. Après l'audit, donc il ne suffit pas effectivement de réaliser l'audit pour être protégé, bien sûr. Cet audit ne va faire que pointer les failles actuelles du système et les solutions à mettre en place, ce qui peut être amélioré et ce qui est correctement implémenté. Donc, à la suite de cet audit, en fait, il va falloir vous mettre en place une stratégie de remédiation, c'est-à-dire lister toutes les failles qui ont été remontées et mettre en place des actions pour les corriger. Donc, les conclusions et préconisations présentes dans le rapport, bien sûr, vont vous aider à organiser ces différentes actions de correction. Donc, cette stratégie de remédiation, généralement, s'effectue donc selon le niveau de criticité. On va essayer de corriger en premier les failles les plus importantes. On va essayer aussi donc de classer par niveau de difficulté. Si la faille est très complexe à résoudre ou demande à changer de version de RP, par exemple, ça peut être très long à mettre en place. Donc là, il y aura peut-être des solutions intermédiaires à mettre en place. Et donc, en essayant de garder un œil sur le budget et donc le ratio niveau de sécurité solution mise en place adéquat pour votre système d'information. Voilà, donc dans le cadre de la continuité de cet audit, Axidos Service peut bien sûr vous accompagner dans ces étapes, ces actions de correction, de par ces consultants qui sont pluridisciplinaires, qui s'occupent à la fois de système, réseau, d'architecture et de sécurité, et bien sûr par notre accompagnement continu d'infogérance et d'assistance à la demande pour des interventions ponctuelles. Voilà, donc est-ce que vous avez des questions supplémentaires par rapport à cette partie rapport d'audit et préconisations? Alors, je vois une question, quel est le meilleur antivirus actuellement? Oui, Alors, voilà. c'est très difficile à quantifier. Nous, de par notre expérience, on a un parc de clients assez large qui utilisent donc différentes solutions, donc que ce soit du Symantec, du F-Secure, du Kaspersky ou éventuellement le Defender de Microsoft.
En l'occurrence, Symantec est à l'heure actuelle toujours efficace, mais a connu quand même des problèmes de sécurité, notamment au niveau des certificats, et depuis son rachat, pose des difficultés pour les achats de licences. Donc nous, on a plutôt tendance à partir sur des éditeurs de type F-Secure ou Kaspersky, ou éventuellement donc l'outil Defender de Microsoft. Ça va dépendre vraiment de votre niveau d'exigence d'un point de vue antivirus, et si vous utilisez ou pas les outils Office 365, par exemple. Dans quel cas on conseillera plutôt l'outil Defender. Alors, je vois également donc une question. Est-ce que des solutions de type Pentest Box intégrant un grand ensemble d'outils sont conseillées? Alors, il faut savoir que nous, pour l'audit, on utilise la distribution Linux Kali, hein, qui est une distribution open source et qui intègre un certain nombre d'outils. Bon, il existe plusieurs versions d'outils, enfin plusieurs distributions, généralement Linux, basées sur des outils de détection. La Kali est vraiment celle qui est la plus fournie, je pense, en termes d'outils et la plus suivie par la communauté. Donc, je vois également donc, plusieurs questions sur la durée des audits. Donc, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, hein, j'estime, moi, que pour une PME d'une centaine de postes avec un système d'information relativement simple, on va dire, je sais pas, une trentaine de serveurs maximum peut-être, à 3-4 jours, on est généralement dans une analyse assez poussée. Voilà, je pense qu'on a fait le tour des questions. Je pense aussi. Et puis, s'il reste d'autres questions, n'hésitez pas à revenir vers nous. Nous répondrons à vos questions. Alors, pour information, cette conférence a été enregistrée et vous pourrez retrouver le replay d'ici vendredi sur notre chaîne YouTube du groupe Proxy Team. Voilà. Merci Mathieu pour cette présentation. Merci à tous. Merci à tous pour votre présence. Et puis, bon après-midi. Au revoir.